Aujourd'hui, j'ai écrit un essai. Enfin, il y a quelques mois, maintenant il est publié. On en parle. Ça ne va pas beaucoup étonner les abonnés de ma chaîne, et je les remercie ici et d'ailleurs dans les remerciements également. J'ai écrit un essai féministe et littéraire, c'est-à-dire un peu mes deux grandes passions dans la vie, en tout cas un essai qui parle de littérature et de style féministe. Il s'appelle Des femmes et du style et il sort chez Divergence. Alors je vais dire peut-être un petit mot de Divergence, c'est une maison d'édition qui est assez récente, qui a été fondée je crois en 2016 et qui monte quand même pas mal en notoriété, notamment grâce à ce travail de maquettiste incroyable, inspiré j'ai demandé confirmation, mais ça se voyait, des Maspero des années 70, donc on est... François Maspero, on l'avait évoqué rapidement dans la vidéo avec Mireille Cardot sur Personne ne m'aime, parce que Mireille était chargée notamment des revues dans le sous-sol de Maspero, puis après d'une autre librairie Maspero. Et il me semble que ça avait été évoqué dans la vidéo à reprendre. En tout cas, gros éditeur de gauche des années 70, vraiment en phare, avec des jeux de couleurs assez incroyables. Donc moi j'ai tiré le jaune, avec même le marque-page, édité dans les chutes. J'adore les goodies, donc je suis vraiment super contente. Et il sera, je le dis tout de suite, en librairie à partir du 5 mai avec une rencontre à la Petite Égypte le 4 mai. La Petite Égypte, c'est une librairie parisienne. Moi, je suis prête à aller en province, comme on dit, c'est-à-dire ailleurs, et d'ailleurs même encore ailleurs que dans les provinces, par exemple dans d'autres villes, d'autres pays. Mais pour ça, moi, c'est pas moi qui décide, c'est pas à moi qu'il faut écrire. Vous parlez à vos libraires. Comme ça, les libraires font remonter. C'est pas une thèse, et d'avoir comme ça, par un coup de hasard, de chance et d'accélérateur, je sais pas moi, destinal, quelque chose comme ça, écrit coup sur coup une thèse ou mis en forme une thèse pour la publication et un essai, me montre bien qu'il s'agit de types d'écriture différents et que j'ai bien voulu distinguer. C'est-à-dire que là, on n'est pas en écriture académique, d'ailleurs on n'est pas en prix académique, ma thèse coûtait 75 €, ici on est à 16 €, ce qui est quand même beaucoup plus abordable. Et on n'est pas dans les mêmes tirages de première édition, ça c'est normal aussi. Pas le même public, pas le même degré de spécialisation, c'est-à-dire notamment de détails et de technicité. Cela dit, je reste qui je suis, donc moi je peux pas m'empêcher d'être un peu technique. Voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ça? Comment est né le projet? J'essaie de m'auto-poser des questions parce que c'est quand même beaucoup d'émotions dans une période qui est très très dense pour moi, pour ça et pour plein d'autres choses de ma vie perso. Euh, Moi, ça fait des années hein, maintenant, alors ça s'est vu sur YouTube, mais en fait c'est plus ancien, que je réfléchis à ces questions de style, de littérature. Peut-il y avoir une littérature féministe? On s'en souvient, ce sont des questions qui m'intéressent tellement qu'elles sont devenues mon postdoc. Ça, je le mettrai la vidéo en lien ou en fin, c'est-à-dire que moi, mon postdoctorat, il est consacré à l'idée de nature chez les féministes et avec une très grande dimension stylistique, poétique, rhétorique, c'est-à-dire en gros comment on écrit quand on est féministe au XIXe siècle. Ma question là pour cet essai, elle est plus large et en fait, d'une certaine façon, je synthétise et je vais plus loin que dans mes vidéos et que sur mon blog. Et en même temps, j'annonce ce que je veux faire, ou en tout cas je pose les jalons, des premiers jalons de ce que je veux faire dans mon postdoc. Et donc on se situe pile poil dans cette intersection entre l'écriture académique et quelque chose de plus essayiste. L'essai, on le sait, peut-être pas d'ailleurs, c'est le genre qui n'a pas de forme. Donc le roman, il y a peu de lois pour le roman, mais l'essai, ça va pas être narratif, c'est pas poétique, c'est pas du théâtre, c'est quelqu'un qui parle, on va facilement dire que c'est un essai. Globalement, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on parle de non-fiction, ce qui est une façon de pas définir, en fait, ou de définir par la négative. L'essai, ça vient bien sûr de Montaigne en France, mais on a de grands modèles hein, ailleurs. Les conversations de Goethe avec Eckermann, par exemple. En Allemagne, et encore là, on a une forme dialoguée hein, qui est extrêmement intéressante et qui est proche du récit, malgré tout, d'un récit dialogué. On va avoir des choses comme l'anatomie de la mélancolie de Robert Burton. Enfin, on a de très très grands essais.
très connu, d'ailleurs, qui ressemble aux essais de Montagne Burton, mais qui en même temps s'en distingue aussi radicalement. Et plein de sous-genres dans les essais, le pamphlet par exemple, dont j'ai déjà parlé, le manifeste, enfin pas mal de choses là, très programmatiques. Moi je suis vraiment dans quelque chose d'intermédiaire parce que je fais quelque chose qui est synthétique et programmatique en même temps. Ou, alors quand je dis programmatique, je dis pas prophétique, hein, mais euh, ce bouquin, il est vraiment né d'une idée assez forte. Alors, d'un intérêt d'abord, hein, lointain pour le féminisme, enfin lointain, non, très proche mais qui remonte à loin, pour le féminisme et qui est devenu un intérêt pour la littérature féministe et les épistémologies féministes, avec de grandes questions qui se posent, qui sont mais comment on sait que c'est féministe ou pas? Alors ça, c'est des questions que je voyais se poser et que je me suis posée moi-même de plus en plus, et qui vont avec des questions tout aussi contemporaines, qui prennent peut-être plus de place, notamment autour de ce qu'on appelle le male gaze. Et je ferai peut-être des vidéos spécialement dédiées au male gaze, c'est-à-dire à ce qu'on appelle le regard masculin ou le point de vue masculin. Je reprends male gaze, hein, notamment à Risbray, qui le reprend à Laura Mulvey, mais en fait, on devrait peut-être plus parler de virilisme avec cette dimension de performativité de la masculinité et non pas d'essence masculine, bien sûr. En tout cas, c'est... Voilà, il y a toujours une ambiguïté comme ça dans ce genre de termes. En tout cas, Iris Bray propose un female gaze en réponse à ce male gaze. Elle n'est pas la première, elle le théorise quand même de façon assez complète dans une vidéo dont j'avais parlé pour un regard féminin pour une révolution du regard, je crois que c'est ça. Et en tout cas, elle a largement médiatisé ces concepts ces dernières années en France. Moi, j'ai découvert ça peu ou prou avec le confinement, quoi, un peu juste avant. Je crois que je l'ai acheté juste avant et que je l'ai lu pendant. J'en avais parlé pendant le confinement, et si on se souvient bien de la chronologie de 2020, donc on est juste à la fin de ma thèse en fait à ce moment-là, j'avais fait une vidéo qui rapprochait le livre de Camille Freud-Vaumétry et celui d'Iris Bray. Enfin, c'est pas qu'il les rapprochait, mais je les étudie dans un même temps, notamment parce que les deux autrices se revendiquent d'approche phénoménologique. Bon, moi, je suis pas très philosophe, c'est pas... Voilà. Mais sont pas mal dans quelque chose de féminin, alors qui n'est pas désengagé. J'avais proposé quelque chose qui était pour une stylistique féministe dans la vidéo qui a suivi, alors je sais plus, c'était la semaine d'après ou 2 semaines après. Et encore, à un autre moment, j'avais réfléchi aux questions de style de gauche. Ça, c'était suite à la question d'un collègue. Tout ça, c'est des vidéos qu'on peut retrouver sur ma chaîne, hein, sans problème. Elles ont été faites, et cette question, ben là, elle est vraiment née, en fait, en voyant un film qui s'appelle Mazo et Miso sont en bateau. Et j'en parle beaucoup dans cette vidéo sur une stylistique féministe. J'ai appris ensuite qu'Émilie Noteris avait écrit un article qui, lui aussi, s'agaçait de cette question de female gaze pour appeler un feminist gaze. Et donc, bien sûr que je cite Émilie Noteris dans mon introduction. Je suis pas tout à fait d'accord avec Émilie parce que elle va plutôt vers des questions de réception, et moi, ce sont les questions de poétique qui m'intéressent. Et pendant longtemps, j'ai écrit des bouts de texte là-dessus, fait pas mal de vidéos sur ces questions-là. Finalement, j'ai proposé un postdoc, commencé à publier des articles universitaires, surtout sur les Saint-Simoniennes, parce que je suis spécialiste du 19e siècle et que j'avance doucement dans mes dépouillements, justement à cause de tout ce genre de choses qui se passent à côté. Et il y en a d'autres, vous verrez, il y en aura d'autres. Différentes, surprenantes et ahurissantes et fatigantes et éprouvantes. Mais voilà, moi j'en étais à peu près là. Il y avait quand même des questions que je m'étais déjà posées sur les épistémologies féministes, enfin bon. Et j'ai commencé en février 2021. Oui, non, c'est sur la période 21. Je sais même plus quand c'est le Covid. Mais non, c'est 2020. Ah ouais, ça date, hein. J'ai commencé en tout cas à gratter un peu et à faire une introduction qui est assez virulente, qui est d'ailleurs à peu près la même, c'est-à-dire que je l'ai un peu amélioré, corrigé tout ça, mais en fait j'ai commencé à écrire cet essai. Et en l'écrivant, j'ai commencé à récupérer des textes, alors pas à ce moment-là, à d'autres, puis on le sait, ça s'est entrechoqué avec ma vie personnelle, c'est-à-dire avec le cancer de mon père puis son décès, mais c'est un livre que j'ai commencé à écrire à côté de lui, mais vraiment à côté de lui sur le canapé, et dont il a assisté au début de cet ouvrage, et je suis même en peine de ne pas le lui montrer, mais
Mon père, il avait confiance, il savait que j'avais du mal à finir, mais que j'étais quand même assez décidée dans la vie, bon voilà. Et, euh, et j'ai commencé à le proposer à d'autres éditeurs, soit j'ai pas eu de réponse, soit j'ai eu des refus. J'ai eu un refus et plein de pas de réponse. Puis à un moment, grâce à Miette ou Pazifae ou Marie-Anaïs, en tout cas merci, merci, il y a plein de merci à faire, je l'ai envoyé à Divergence et là, c'était très bien Divergence parce que moi j'avais, comme on dit, le cul entre deux chaises, je savais pas si je voulais faire un truc très académique, mais je savais que pour ce que je voulais faire, je n'avais pas la spécialité. Et en même temps, sur ma chaîne YouTube, je me permets quand même de lire... Enfin, je parle de livres qui ne sont pas écrits au 19e siècle. Je sors de mes domaines de spécialité et ça me permet d'avoir des regards différents, de montrer comment une académique peut réagir de façon un peu naïve des fois, mais qui reste scientifique, à d'autres textes. Enfin, ça, ce sont ces choses-là qui m'intéressent et qui bougent au fil du temps. Et puis j'ai quand même une grosse formation littéraire, en stylistique, en poétique, ça c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, qui étaient présentes dans ma thèse sous d'autres formes, enfin voilà. Au tout départ d'ailleurs, avant de commencer à écrire l'essai, j'avais l'idée d'écrire un essai sur le virilisme littéraire. J'ai même un plan pour ça. Je l'ai toujours dans un coin, ce plan. J'avais commencé à écrire un article sur Lundi Matin, par exemple, qui s'appelait « Toi aussi écrit comme un révolutionnaire du dimanche matin », du dimanche soir, parce que je suis vraiment méchante. Mais puis ça m'amusait tellement. Mais finalement, j'avais su le conseil de Geneviève Fraisse, que je trouve toujours bon, qu'elle m'a fait, et puis qu'elle répète un peu partout, hein, et qui est vraiment un fondement qu'on trouve aussi chez Rancière, qui est de peut-être détourner un peu les yeux de la fascination pour le pouvoir pour regarder les émancipations. Et ça correspond à un tournant assez positif, ou en tout cas d'une volonté résolument optimiste et positive. J'ai pas dit naïve ni béate, c'est-à-dire que moi je suis une grande pessimiste, par contre je pense qu'il faut y aller, et qu'il faut se retrousser les manches. Et donc, on y va, on avance, on court, et on peut faire comme ça des choses, et avoir ne serait-ce que du plaisir littéraire, réfléchir, approfondir des questions, dont je voyais bien, par ma pratique enseignante, mes lectures scientifiques, académiques, ce que je peux lire sur les réseaux sociaux, sur tous ces textes et discours intermédiaires, vidéos, réseaux, etc., qu'il y avait globalement une demande, sur les questions de male gaze, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, comment définir le male gaze, comment définir le male gaze en littérature, parce que male gaze c'est d'abord un concept de cinéma, et nous en littérature, on a des points communs avec le cinéma. Par exemple, ce sont des arts du récit, du temps, qui s'inscrivent dans le temps, mais enfin c'est quand même pas la même chose de montrer ou de raconter. Et tout ça, hop, je renvoie à la concordance des arts de Souriau. Cette concordance ne doit pas faire oublier les spécificités de chaque médium. Ça, c'est aussi des choses qui apparaissent souvent dans ma chaîne quand je parle de films, par exemple. Je ne pas très souvent, mais ce qui arrive. Notamment pour les adaptations. Et donc, voilà, toutes ces questions se sont retrouvées comme ça, un peu entremêlées, imbriquées les unes avec les autres, et pas forcément toutes claires, mais quand même, j'ai commencé à écrire. Et puis ça c'est quelque chose qui s'est arrêté, qui a repris en fonction des dossiers de candidature, du décès de papa, de la rentrée au lycée qui a été très dure, mais quand même l'année dernière je me suis tenue à régulièrement écrire. Alors j'avais une liste immense de livres à lire, à commenter, beaucoup sont passés en vidéo, pas tous. Et puis souvent aussi, il a beaucoup de livres dont il est question dans cet essai, apparaissent en vidéo ou dans mes vidéos, mais ne sont pas forcément commentés de la même façon. Parce que, on évolue. Hein. Je veux dire, c'est tout l'intérêt de faire des vidéos, de faire des vidéos hebdomadaires, c'est de montrer le mouvement et l'évolution dans le temps. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ou que je trouve intéressant pour vous. Donc, à un moment, voilà, donc là, hop, moi j'avais ramassé tout ça, j'ai envoyé un manuscrit pas abouti du tout à Divergence, qui m'a demandé si je pouvais un peu chapitrer, j'ai chapitré, trou dans le calendrier, on a accéléré. Et donc ça sort maintenant, et ça a été finalisé dans un rush, mais quand même pensé ces dernières années, et avec quelque chose qui ressemble à une fin de thèse, finalement, mais sur un autre format, c'est beaucoup moins de pages qu'une thèse. Je crois qu'on a 216 pages, 210 pages, je vois, parce qu'après c'est les autres textes. C'est beaucoup plus modeste qu'une thèse, mais parce que moi ça m'intéresse aussi beaucoup, et ça faisait partie des choses que j'ai pu écrire dans mon mail,
en m'adressant à Divergence, qui était, je sens que j'ai besoin d'un éditeur, je veux m'adresser à plus de gens, je sais le faire en vidéo. Là, j'avais un bug, vraiment j'avais un bug. Et en fait, il n'a pas fallu grand-chose pour décoincer tout ça et lancer l'ultime rédaction bien plus calibrée. Et ça explique en partie, et pas seulement, mais quand même en grande partie, la grande fatigue de ces derniers mois. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup bossé pour finaliser tout ça. Tout ça, c'est le contexte. Moi, l'idée, c'était vraiment d'être sur un plus large public, de m'adresser à plus de gens, mais tout en gardant, comme sur la chaîne, quelque chose d'un peu incisif. Il y a des accents pamphlétaires. C'est vraiment un texte féministe que je ne peux pas me permettre dans le domaine académique. Mais j'espère qu'il est... Donc c'est un texte qui est exigeant au niveau des concepts littéraires, mais comme sur la chaîne, j'ai essayé d'être aussi didactique que possible pour à peu près tout moi, j'avais quand même l'envie de faire quelque chose qui soit aussi une introduction au féminisme. Alors, le féminisme pour les nuls, ça me plaisait pas trop, hein, comme titre. Et puis moi, je voulais pas parler de tout le féminisme, mais la littérature, elle permet aussi d'aborder des questions qui touchent à la vie courante, à la vie politique, à la vie intime, pour peu que l'on puisse démarquer ces choses-là et les distinguer. Mais en tout cas, c'était vraiment tout cela que je voulais faire et je voulais m'essayer à cette écriture que j'avais pu un peu pratiquer dans le blog, sur le blog, mais avec un autre empan, hein, quelque chose de plus large. Et vraiment, vraiment, je pense que c'est important de faire ces choses-là. Et qu'il ne soit pas non plus une encyclopédie. Alors je vais peut-être parler un peu de la table des matières et du plan, parce que là j'explique comment le projet est né. Globalement, l'essai est articulé en 4 parties, comme on dit. C'est-à-dire, alors hop, on le voit ici. Tac, ouais, c'est bon, la mise au point a l'air de se faire. C'est-à-dire, il y a... allez, quand même, ça me fait plaisir. On remonte la page titre, la couverture. Ils sont vraiment jolis, les divergences. La page titre, avec ici 2023, donc voilà, là on est avant parution, c'est un exemplaire auteur. Hein. Puis j'ai été signée la semaine dernière, ma petite biographie, la dédicace, je vais peut-être la lire, et on va attaquer sur intro première partie. Et d'ailleurs, ce que moi j'avais pensé comme une très longue intro est en fait devenu une petite intro et une grosse première partie. Hein. Alors, il est... alors le fait que ce soit pas académique, ça change des choses formalement, c'est-à-dire que les notes sont en fin de volume et qu'il faut beaucoup réduire les notes. Donc au départ j'avais mis les références notamment de pages dans le texte et puis ça alourdissait pas mal, enfin ça risquait de rebuter. Donc là j'ai suivi les conseils de mon éditeur et j'ai fait sauter les paginations. Moi je les ai, hein, pour quasiment tout. Il y avait 2-3 textes où j'étais encore en train de les chercher, parce que des fois j'ai des textes électroniques, enfin... Mais voilà, tout a été vérifié au niveau citation, puisque j'ai tout mis en place, et finalement tout a été supprimé. Et moi, l'idée, c'était quand même d'avoir quelque chose d'un peu large qui permette de définir une littérature féminisme par le corpus. Alors, il s'appelle pour un feminist gaze. Ce feminist gaze, il est résolument politique. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les littératures de l'engagement, et en particulier de l'engagement féministe. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que je disais à un pote ou une pote, je sais même plus, il y a quelque temps, être une femme forte, ça suffit pas à être féministe. Et c'est même pas nécessaire, en fait. Ça peut aider à être une femme forte, hein, d'être féministe, par exemple. Bien sûr que ça peut s'accompagner, mais il n'y a rien de nécessaire là-dedans. Ça peut être autrement. Et de la même manière, être généreux, ça fait pas de toi un communiste. Ce ne sont pas des traits de caractère qui font les féministes. Et donc, en fait, moi, j'étais très, très, très gênée par la représentation de... oui, c'est ça, c'est question de représentation, c'est-à-dire que je pense que les questions de représentation, qui est représenté dans un livre, dans un film, ce sont des questions importantes, et encore plus dans les films, avec aussi qui a accès aux différents rôles, que ce soit pour les actrices noires, les personnes trans, enfin voilà.
qui représente qui, mais avec d'énormes questions que moi je n'ai pas résolues du tout sur faut-il forcément une personne trans pour jouer une personne trans, enfin voilà. Là la question elle est plus sur l'accès en fait au poste qu'aux questions de représentation. Représenter ou non voilà, ces problématiques contemporaines, enfin dans quelle mesure nos œuvres culturelles nous représentent en tant que société diverse. Moi, c'est pas un axe qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est un axe qui est intéressant, mais qui est un peu plat, d'un point de vue littéraire. Et après, on finit par discuter de est-il bon, est-il méchant? Est-ce que Julien Sorel est un gentil garçon? Est-ce qu'on préfère être Madame de Rênal ou Mathilde Lamolle? Ou est-ce que Phèdre est victime ou coupable? C'est super pour faire réagir des lycéens, des lycéennes, des étudiants, des étudiantes, mais littérairement, ça me suffit pas. Moi, je cherche plus de carburant. Et bien sûr, que ce sont aussi mes lectures de textes parfois explicitement féministes, affichés comme féministes, parfois pas, parfois comme moi je vous lis comme féministe, ou parfois juste qui sont encore autre chose, qui m'aident à spécifier et distinguer, qui m'amènent à ces questions-là. Mais en tout cas, voilà, moi je suis pas tellement dans ces questions de représentation, de 15 livres avec des femmes fortes ou des personnages auxquels on voudrait ressembler. C'est un point, voilà, littérairement, qui me semble une impasse et qui, politiquement, en fait, est aussi questionnant, dans la mesure où ça ramène à la question des rôles modèles qui sont importants. Et c'est important d'avoir des rôles modèles, mais on court le risque aussi de l'héroïsation individuelle. Et là, je vais déplier le sommaire, comme je l'ai déjà annoncé, pour expliquer un peu ces questions-là. Bon, l'introduction, elle explique ce que je vais faire, elle fait quelques pages. Dans la première partie, une littérature féministe lire et écrire en patriarcat, j'ai déjà oublié mes titres, il faut que je les lise. Il s'agit ici de vraiment de poser ces questions un peu techniques. Donc en fait, je pense que c'est une partie qu'on peut sauter si on va aller directement en questions littéraires, mais je suis pas sûre de le conseiller. Ça dépend. Mais parce que là, c'est aussi une partie de vulgarisation de ce que sont les épistémologies féministes. Ça suffit pas du tout, hein. C'est pas de la philo, là. Moi, je suis pas une philosophe. Mais c'est pour donner les noms et les grands repères sur qu'est-ce qu'un point de vue situé et comment passer de la question du point de vue situé en philosophie ou en théorie politique à celle du point de vue compris comme une focalisation en littérature. C'est pas immédiat. Et donc, comment on peut commencer à réfléchir à des littératures féministes en sachant que les littératures féministes sont souvent féminines, mais ne vont pas forcément être incluses, mais toutes les femmes ne sont pas des féministes, et des féministes ne sont pas des femmes, par exemple. Donc voilà, là il y a pas mal de choses. Et puis moi je considère que des textes comme ceux des Saint-Simonides sont féministes, alors que le mot n'existe pas. Donc ça c'est quand même des choses qu'il faut un peu rappeler. Voilà, parce que ça pose des questions de définition, de coller une étiquette féministe. Et donc voilà, l'idée c'est de donner quelques critères qui peuvent aller dans le sens d'une appellation, d'une catégorisation de textes comme féministes. Mais en sachant, que ces critères, là moi je fais des propositions, et c'est le collectif. Ce sont les gens qui vont me répondre, mes travaux ultérieurs aussi, qui vont permettre d'affiner on attend notamment la thèse d'Aurore Turbio, mais qui vont permettre d'affiner ce qui caractérise, si c'est possible, une littérature féministe. Au moins occidentale, parce que c'est plutôt un livre occidental. Ça, c'est dû à mes lectures. Hein. Moi, je suis prof de français en littérature française pure, quoi. Donc là, ça sera complété. Et voilà, pour articuler un peu les différentes choses que je voulais aborder, parce que dans le Gloubi-Boulga, il faut quand même un peu d'ordre, je me suis dit au bout d'un moment que ce qu'il fallait, c'était finalement peut-être quelque chose comme un parcours. Et un parcours qui soit pas celui d'une figure qui serait connue, ou qu'on identifierait, mais qui serait celui un peu d'une féministe typique, en tout cas un parcours émotionnel. Pourquoi ? Parce que les émotions se traduisent en littérature par ce qu'on appelle les registres. Donc la peur, elle se traduit en écrivant de l'horreur, c'est le registre horrifique. Ce genre de choses. Et parce que, en fait, cette idée de parcours, moi je me disais, en fait, il y a quand même des émotions, il y a des choses qui t'amènent à avoir
des moments, enfin, éventuellement des étapes, mais ces étapes, elles sont pas forcément linéaires ni nécessaires, hein, mais c'est un genre de parcours archétypal pour structurer le bouquin à travers des étapes qui iraient, ben, pour moi, de la peur, de l'inquiétude, et notamment du gaslighting, donc ça c'est quand on est perturbé, jusqu'à des émotions comme la... Voilà, donc ça c'est le partie de pourquoi être féministe, le silence, le doute et la peur, jusqu'à après la partie 3 résister, colère, rire et théorie. C'est-à-dire, en fait, ce moment de compréhension. Alors moi, il y a plein de choses qui me manquent encore, hein, et dont je vois déjà les manques, mais bon, hein, on est limité en nombre de pages aussi, et de... Enfin, on compte en signes au moment où on écrit, et il fallait que ce soit digeste, donc on peut pas tout faire. C'est-à-dire que ouais, j'avais de grandes tentations et volontés d'inclusivité qui se sont heurtées aux contraintes matérielles, mais aussi bah, à l'impossibilité d'être encyclopédique. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je voulais tracer ces lignes en essayant de montrer comment des textes très divers peuvent se répondre. Et la partie 4, écrire et écrire le temps des féministes, aborde vraiment des utopies. Enfin, là, alors, parce qu'à chaque fois, en fait, il y a des sous-parties, hein, bien sûr. C'est-à-dire, alors, bon, là, la première partie, elle est assez dense. Je vais la sauter, je pense. Je vais lire à partir de la deuxième partie les sous-parties. Pourquoi être féministe, le silence, le doute et la peur, je suis page 39. Le silence et ses ambiguïtés, parce qu'en fait tout commence dans le silence, c'est-à-dire dans l'imposition de l'oppression, résiliation et résistance, le doute, folie, rationalité, décor dans le décor, la possibilité du body horror. Là, moi j'ai vraiment une grande influence beauvoirienne sur finalement quelque chose de l'ordre de l'horreur du corps et comment on écrit le corps. Quand on est féministe, bah on l'écrit de plein de façons différentes. La littérature face au viol, attention bien sûr, trigger warning, pour cette sous-partie notamment et la suivante. La violence sur la littérature, dire la douleur, politiser la souffrance, parce qu'on parle parfois de féminisme doloriste ou victimaire, en employant mal le mot victimaire, mais en fait cette douleur elle est importante, et on va se rappeler que Jules Vallès parle d'une fédération des douleurs dans sa trilogie, et, et pourquoi on changerait les choses si les gens vont bien? Donc comment on dit la douleur? Et Badasserie et Vengeance, le Rape and Revenge, donc là avec des textes un peu de renversement et tout ce que ça peut poser comme question d'un point de vue féministe par la violence. Mais en fait, moi, c'est même pas la violence la question qui me paraît la question principale à ce niveau-là, mais bon, bah, des questions qui vont être de l'ordre du récit. On va mieux comprendre avec la partie 3, donc résister, colère, rire et théorie. Sous-partie, perdre raison du merveilleux de Madame Dolma au fantôme du féminisme. Ça, j'aurais vraiment aimé l'étendre voilà, le temps, mes incapacités personnelles, voilà. Désigner et dénoncer les manifestes, parce que bah, le manifeste c'est important dans le féminisme, peut-être un peu le grand texte. Théoriser. Qu'est-ce que c'est quand on commence à construire une réalité qui n'est pas la réalité donnée? Et ensuite, le rire des féministes. Et là, je donne pas le sous-titre parce qu'il me fait beaucoup trop rire et je veux rester sérieuse. Mais c'est une blague qui est née sur cette chaîne. Et pour aller vers la partie la plus longue, qui est la partie 4, écrire et écrire le temps des féministes, troubler le genre, inventer la langue des féministes, boum, toutes ces questions de langue inclusive. Et j'ai oublié des choses, notamment sur les typographies inclusives qui sont particulièrement expéritées en ce moment. Il y a plein de groupes. Donc ça, ben voilà, il y a déjà une deuxième édition à compléter qui peut se préparer hein, si le livre rencontre son public. Désirer l'amour des féministes. Et donc là, ben, comment on écrit la sexualité, le désir. Et après, sur des questions qui vont là peut-être être ardues, mais qui me semblent essentielles. Les subalternes peuvent-elles raconter, où je reprends où je pars de Spivak, hein, sur les subalternes peuvent-elles parler, pour poser ensuite dans la possibilité d'un récit féministe la question du récit féministe, et ça à partir d'Ursula Le Guin notamment, mais en essayant d'aller plus loin et de montrer avec des exemples littéraires comment des textes répondent aux propositions donc de la théorie de la fiction, alors comment c'est la théorie panier de la fiction de la fiction panier, de la théorie de la fiction panier. Ouf, j'y arrive. Mais en fait, il y a plusieurs titres à ce texte. Ce que j'avais pas vu
avant de le bosser plus profondément ou plus en profondeur. Ce texte est tellement bien. Donc voilà, là. Et ensuite, pour aller vers parodique, épique et utopique, et non pas épique et collégramme. Et avec une conclusion qui est vraiment des extraits, enfin des passages que je préfère, donc je ne vais pas la lire. Parce que je pense qu'elle est vraiment importante au terme du parcours, cette conclusion. Donc, à chaque fois, en essayant d'au moins citer des livres et voire de les analyser, donc soit de les mentionner, soit de les citer, voilà, vraiment comme on fait en études littéraires, en analysant comment ils fonctionnent, pourquoi ça va fonctionner comme féminisme, en commençant à proposer des choses qui me semblent spécifiquement féministes. Je pense que Saint-Simonienne invente un témoignage qui est vraiment féministe et dont on n'a pas mesuré les spécificités ni l'importance. Et ça, c'est très important, notamment dans l'ère post-MeToo actuellement. Enfin, j'essaie comme ça de montrer comment le travail de nos aïeuls a posé des bases que l'on a probablement oubliées, comme, si je peux me permettre des comparaisons ou des métaphores dans une vidéo un peu libre, mais comme les fondements de palais écroulés sont ensevelis sous le sable, et qu'on peut les révéler pour reconstituer des pensées perdues et peut-être inachevées aussi, mais en fait sur lesquelles on continue à construire un édifice féministe et une pensée. Alors là, je suis vraiment renanienne avec des métaphores qui en fait sont bibliques, mais je crois profondément, et donc ils vont permettre de prendre en compte la question du collectif à l'intérieur même de la littérature, comment on écrit le collectif en littérature. Et cela, je le fais en citant pas mal de textes littéraires. Alors je compte les manifestes dans les textes littéraires. Je viens de les compter, j'en ai compté une soixantaine malheureusement. J'ai mis la thèse de Vanina dans les textes littéraires alors qu'elle devait être dans les études critiques. Enfin, il y a une bibliographie qui est quand même assez riche, et en bibliographie, je n'ai cité que les textes que j'ai vraiment mentionnés dans le texte, et pas plus largement parce que la place manque. Donc valait mieux... Enfin voilà, là, les bibliographies très très larges, c'est pas possible, mais la chaîne, elle sert à ça et à poursuivre. Et le travail des collègues et les travaux ultérieurs permettront de compléter toutes ces questions. Plusieurs de ces textes sont encore inédits, que ce soit des textes littéraires où ils étaient inédits quand j'ai écrit, comme La Maison des Mues de Catherine Serre, merci beaucoup Catherine, et on fera une vidéo avec Catherine dans pas longtemps. Ça, c'est pour la question du corps et du body horror. Un texte de Mylène Tournier qui n'est pas encore paru. Et bon, tout le monde sait à quel point nous sommes proches avec Mylène. Et j'espère qu'on refera des vidéos bientôt parce qu'on a des choses à dire ensemble et à discuter. Mais c'est prévu. La question, c'est la date, comme d'habitude. Comme des articles, notamment de Lucie Nizar, qui a soutenu une très belle thèse sur le désir féminin dans les romans de mœurs du 19e siècle. Et donc, bien sûr, que la thèse est citée aussi. Bref, donc ça, des choses qui paraîtront, mais qui ne le sont pas encore. Bon, mais c'est lié évidemment à mes relations, parce que comment accéder à des textes qui ne sont pas encore publiés. Pas mal de mes amis ou proches apparaissent dans ces textes, ce qui est logique. Ça permet de connaître des textes, en fait, tout simplement. Mais évidemment que j'essaie d'aller bien au-delà de cela. Je me contente pas de citer des textes que j'aime, mais j'avoue quand même que, quitte à faire un essai, autant aller un peu vers ce qui fait plaisir, parce que j'ai trouvé particulièrement agréable et même intellectuellement stimulant et heuristique. Heuristique, c'est qui fait naître des idées, d'avoir cette plume plus déliée, tout comme, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment le prolongement, la synthèse, mais le prolongement de ce que je fais sur YouTube. C'est-à-dire que ça fait naître d'autres idées et que ça permet toujours d'aller plus loin. Hein. Non pas parce qu'on va chercher la performance, mais parce que ça permet d'être plus juste, je crois, ou plus précise, ou d'avoir quelque chose de plus rigoureux, mais aussi avec des conséquences plus largement ou plus profondément senties et explicitées. Et ça me paraît très important, autant d'un point de vue scientifique, éthique que politique. Alors voilà, ça s'appelle Des femmes et du style pour un feminist gaze. C'est un genre de gros panorama de la littérature féministe, un panorama qui en fait est un parcours. C'est, je crois, quand même différent de la vidéo hebdomadaire, dans le sens où, où j'explique pourquoi on passe d'un texte à un autre aussi. Bon, il y a des moments où on passe d'un texte à un autre parce qu'il faut une transition, mais j'ai quand même sous-pesé chaque texte qui est mentionné,
quand bien même je n'ai pas pu approfondir comme je l'aurais voulu tout ce qui est abordé. Et ce n'est pas grave parce qu'il y a tout le reste de la vie pour ça. Voilà, donc c'est Des femmes et du style pour un féministe gay. Je n'ai même pas commenté le titre lui-même. Je trouvais que ça pétait bien. Voilà, je crois que ça fonctionne bien comme titre parce que ça permet aussi d'annoncer cette dimension que j'espère proche du texte. Pour essayer de comprendre parce que mes plus grands espoirs, c'est évidemment que ce livre suscite d'autres lectures puisqu'il en cite beaucoup d'autres. Au total, 200 et donc une soixantaine de textes littéraires, la plupart édités ou accessibles. J'ai vraiment essayé de me concentrer sur des textes accessibles et pas sur les raretés. Et comme je fais ici d'ailleurs. D'ailleurs, vous râlez dès que je cite un texte pas accessible et pas achetable. Euh, ou au moins accessible en ligne. Mais globalement, ils sont tous achetables en librairie. Souvent aussi d'occasion, après c'est à vous de voir comment les choses se passent. Quelques-uns ne sont accessibles que d'occasion, mais ils sont rares. Ils sont vraiment rares dans tout ça. Il manque plein de monde. C'est pas grave. Voilà. Parce que l'idée, c'est aussi, j'espère encore plus, d'amener des réflexions d'auteurs et d'autrices, et peut-être d'auteurs et d'autrices en devenir, sur des questions qui sont bien sûr éthiques et politiques, mais qui sont aussi profondément littéraires. Et pour tout cela, la lecture de Monique Wittig, par exemple, m'a mis de grandes claques dans la gueule, quoi. C'était pas la première, hein. Et voilà, il y a dans mes romans phares, il y a bien sûr Toilette pour femmes qui, lui, pour le coup, est plus édité. Et alors, militons pour qu'il soit réédité, c'est quand même un roman qui est génial. Mais qui pousse comme ça, et en essayant d'expliquer autant que possible des concepts féministes ou des idées féministes qui ne vont pas de soi. Et cette idée d'un parcours d'une féministe archétypale, c'est vraiment pour m'ancrer dans la vie et montrer comment la littérature répond ou traduit la vie ou répond à un souci de vie. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'il aura un public, le public qu'il lui faut. Et qui cherche ce genre de texte, ce genre de réflexion, qui a envie de les poursuivre avec ou sans ou contre moi. Plutôt avec, c'est plus sympa. Moi, j'aime bien les échanges et les discussions. Il y a forcément des choses à dire de tout cela. C'est un essai. Moi, je dis, voilà, pas poursuivons le combat, parce que justement, cette forme de combat me questionne et me déplaît globalement. Et moi, je suis pas là pour lutter. Moi, j'ai la flemme. Ah, voilà, j'aime bien travailler, mais j'ai la flemme de lutter. C'est pas du tout mon délire de partir dans, dans ces espèces de paradigmes agonistiques de lutte, de combat. Faut laisser ça aux garçons pas réveillés, quoi. Mais, voilà, d'échange, de collaboration, de coopération. Voilà. Et ce que YouTube m'a permis, notamment en termes de rencontres, et ça se voit dans les invitations que je fais régulièrement, et normalement des choses devraient s'accélérer, mais pas tout de suite, parce que ça c'est quand même très très chargé en ce moment. Et voilà, j'espère que le livre permettra aussi ça. Voilà, tout comme le fait la chaîne YouTube. Ces échanges qui font communauté. Et je vous dis à bientôt.